Jean-François Abgral, un super enquêteur, sans doute. C'est à lui que l'on doit l'arrestation de Francis Holm, l'un des plus grands serial killers français. Holm, c'est lui, l'homme au regard fixe. Pendant plus de 10 ans, Jean-François Abgral, ex-adjudant de la gendarmerie, a tenté obstinément de reconstituer le parcours macabre de celui que l'on appelle le routard du crime. Grâce à lui, Holm a été condamné 6 fois pour meurtre et doit être encore jugé pour 5 autres crimes, dont celui de Montigny-lès-Metz, là où Patrick Dils avait été condamné à tort. Le génie d'Abgral tient à son obstination, mais pas seulement. C'est peut-être cette qualité d'écoute, cette froideur, cette intuition qui a permis à Jean-François Abgral de percer la cuirasse d'un individu tel que Francis Holm, qui a dû être surpris de se retrouver face avec quelqu'un avec qui il avait créé une sorte d'empathie et qui pouvait pénétrer au cœur de ses fantasmes les plus secrets. Pénétrer au cœur des fantasmes de Holm, c'est l'objectif. Lors de leur première rencontre en mai 89, après qu'une femme ait été retrouvée sauvagement poignardée sur une plage de Brest, Abgral comprend à qui il a affaire. Il a l'intuition de sa culpabilité sans pouvoir la démontrer. Il est seul contre tous. Face à lui, Holm est froid, glacial. Abgral adopte alors la même attitude. Pour Holm, ce gendarme l'hypnotise. C'est vrai que Jean-François Abgral, par rapport à Francis Holm, a un énorme pouvoir de séduction. La séduction du diable. Jean-François Abgral est allé piano-piano. Et il le dit. Et c'est de cette manière-là que petit à petit, il a construit l'accusation contre Francis Holm, par alluvion qu'il ajoutait constamment, comme ça. Et il est arrivé, malheureusement pour la défense, avec effectivement un sacré monument d'accusation. Abgral sur les traces meurtrières de Holm, Abgral qui pendant les interrogatoires arrive à décrypter les rêves macabres et les énigmes insensées du tueur. Autant d'horreurs qui ont hanté la vie de l'enquêteur durant toutes ces années. De quoi perdre pied, de quoi être happé peut-être par la logique démoniaque de Francis Holm. Quand vous vous intéressez à des monstres, méfiez-vous de ne pas devenir monstre vous-même. Et c'est vrai qu'on peut se dire que ce n'est jamais sans risque que l'on se penche sur des personnalités profondément perturbées comme celle-là, oui. Lorsque vous avez créé ce lien, cette empathie avec le tueur, vous pouvez facilement basculer dans quelque chose d'assez irrationnel et de dangereux psychiquement. Donc peut-être aussi que le fait d'écrire sur le sujet, ça permet de créer une distance et de pouvoir évacuer tous ces fantasmes, toute cette noirceur, cet abysse qu'on a frôlé en étant confronté à un tueur en série. Écrire pour se débarrasser des fantômes de Holm, mais aussi pour régler ses comptes avec une hiérarchie qu'il juge parfois archaïque. Il a consacré tout son temps à son travail de gendarme. Et puis, un jour, il quitte cette gendarmerie. Eh bien, la première des choses, c'est évident, c'est de faire son bilan un peu. Vous comprenez qu'il ait quitté la gendarmerie? Oui. Quand on a un tel talent, alors là, je suis navré de le dire, mais je le pense, on peut peut-être, si ce talent n'est pas reconnu parmi les siens, on peut peut-être aller faire un tour ailleurs. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Jean-François Abgral a ouvert son cabinet de détective privé. Très sollicité, il a travaillé notamment sur les disparus de Lyon ou sur l'affaire Omar Haddad. Reste à savoir si avec ce livre, la page Holm est définitivement tournée. Jean-François Abgral, bonsoir. Bonsoir. Merci de terminer la soirée avec nous. On recommande votre livre « Dans la tête d'un tueur » sur les traces de Francis Holm. C'est un polar, sauf que c'est vrai. Tout est vrai. C'est votre enquête. Oui. 10 ans d'enquête. À peu près, enfin, ou de contact avec Francis Holm. Une grande partie de vos entretiens avec lui? Oui, ce que je peux rendre public puisqu'ils ont été jugés. Donc on en a parlé déjà en cour d'assises. Vous avez, on va y venir, une relation extrêmement particulière avec Francis Holm. Vous avez une sorte d'intuition qui fait que la première fois que vous le voyez, vous savez que c'est lui qui a commis un crime, et alors que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. On y arrive. Comment vous la décrivez, cette relation que vous avez avec lui? Dans le bouquin, vous dites « J'ai parfois l'impression d'être devenu pour lui comme un frère à qui il peut se confier ». Une relation presque familiale. Je cherche à trouver une référence à ça, en fait. Vous avez quelqu'un qui a une froideur extraordinaire. Et je ne trouve pas d'amis, je ne trouve pas de relation qui puisse, moi, me permettre d'identifier ou de le confondre, ce tueur. Parce que, bon, je sais que c'est un tueur. J'ai des éléments quand même matériels. Et c'est finalement une relation qui va se créer entre lui et moi, qui va faire que je me demande pourquoi il me parle. Donc, mais la première fois que vous l'avez rencontré, quelle impression il vous a fait quand même? C'est un personnage très... la première fois que je le rencontre, je pense pas... Enfin, je sais pas qui il est. C'est quelqu'un qui n'a aucun passé judiciaire, qui est sur la route. Et pour moi, c'est peut-être un témoin
d'un meurtre, le meurtre d'Aline Pérez, on a vu dans le reportage. reportage, cette femme infirmière, hein, je crois, qui a été retrouvée Oui, qui a été retrouvée sur la assassinée plage. sur une plage. Et donc, de prime abord, quand on entend un témoin comme ça, on essaie d'entrer en contact. C'est un routard, donc quelqu'un qui ne veut pas forcément parler avec les forces de l'ordre. Mais comment vous êtes rentré en contact avec lui? Quelle observation, en fait, hein, on essaye toujours de trouver quelque chose pour moins perdre de temps, parce qu'il y a aussi la notion de temps. Une garde à vue, c'est une rencontre chronométrée. Et voilà. Donc, alors, il y a différentes méthodes. Il y a des gens qui font très peur à celui qui est en face. Vous le mettez en confiance. Mais j'essaie de ne pas montrer qu'à la limite, c'est presque lui qui me fait peur. Parce Il vous fait peur. Il a un visage quand même, à l'époque en tout cas. Vous dites son physique, son visage est défiguré par une grimace, comme si un mal interne le dévorait. Ouais, et je le pense. On voit quelqu'un qui est rongé, visiblement, qui était grimaçant, qui fixait, enfin moi qui me fixait. Et là, il vous dit énormément. quoi? Il vous dit pas qu'il a tué Aline Pérez au début? Non, mais de toute façon, il ne dit jamais qu'il a tué quelqu'un. Il est toujours, lui, dans son discours, témoin d'un meurtre, ou alors il a des rêves un peu hallucinants. Mais Oui, qui comme sont s'il était toujours à extrêmement l'extérieur. hein, Un c'est dédoublement de personnalité, presque. Presque, mais sauf que au fil du temps, je vais m'apercevoir que dans son discours, des fois, il ne parle plus de rêve. Alors dans le rêve, il y a souvent un autre qui arrive. Et cet autre, c'est souvent lui d'ailleurs, hein, c'est l'autre qui l'aura vu commettre le crime. Mais vous dites que immédiatement, votre intuition vous fait penser que c'est lui, alors qu'il ne vous le dit pas, alors qu'il y a plein de choses qui peuvent plaider le contraire, notamment il a un alibi au départ d'enfer, puisqu'il est censé être dans un hôpital le jour du crime. En cardiologie, en cardiologie. Il a un alibi en béton. Et vous, qu'est-ce qui vous fait sentir comment vous l'expliquez, cette intuition particulière? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme une personne qui simule un pleur ou une crise de larmes. Si elle n'est pas touchée, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, dans sa façon de parler, c'est un peu ça. Hein, il a une façon de s'exprimer. On voit, moi je dis qu'il distribue les mots. Hein, et puis il attend l'effet que ce mot fait sur la personne. Il joue avec vous? Ah oui, complètement. Il vous manipule? Il a essayé au moins, ça c'est sûr. Et autrement, il n'y a plus de place au hasard. À un moment, il a donné tellement d'éléments, même si ce n'est pas une preuve, il a donné tellement d'éléments sur ce crime-là que je dis qu'il n'y a plus de place au hasard. C'est lui. Voilà. Mais par exemple, la première fois où il vous raconte quand même les choses, c'est en mangeant une choucroute au bistrot d'à côté. Ça, c'est bien plus tard. C'est au bistrot d'à côté. Bien plus tard, c'est à 2 ans et demi après l'avoir rencontré. J'ai l'élément. La Libye ne tient plus. J'ai compris pourquoi il y avait ce fait qui le maintenait ou qui le protégeait, le fait d'avoir été hospitalisé. Donc ça s'est écroulé. Il y a un témoin qui l'a vu sur la plage, un témoin qu'il connaissait, donc c'est pas non plus une... Celui qu'on a appelé le Gaulois. Oui, qui ressemble effectivement à un Gaulois. Et donc là, je vais rencontrer Francis Holm, où je vais le chercher finalement. Et entre-temps, lui s'est posé. Donc on est d'accord, dans tout ce temps-là, il n'est pas du tout inquiété par les forces de l'ordre. Vous travaillez votre enquête, mais il est en liberté. Voilà, il fait partie des orientations que je traite dans ce crime-là. Et au final, lorsque je vais le chercher, au lieu de lui offrir un sandwich et de le regarder manger son sandwich, moi j'avais aussi vite fait de traverser la rue où c'était aussi une gendarmerie, où il y a un mess, et on s'installe à table sans l'interroger cette fois-ci, hein, on se pose là. Et là, il vous raconte. Et là, il commence à raconter le crime pour lequel je viens, mais en clair, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de notion de rêve, Il dit je. de choses comme ça. Oui, il y est là, il raconte son histoire. Donc j'interromps ça tout de suite d'ailleurs. Et comment vous faites, vous, quand vous êtes en face, pour rentrer dans cet univers-là, finalement, l'univers de quelqu'un qui a d'une certaine manière ailleurs, hein. Voilà, vous prenez sur vous, qui est pas la nôtre, vous prenez sur vous. Ouais. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autres clés que ça. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Oui, mais c'est quoi? C'est instinctif chez vous? Parce que, je sais pas, quand on est gendarme, on est formé à la psychologie, par exemple? On entend quand même des gens tous les jours. On est formé à l'entretien, ça c'est obligé. Oui, mais pour avoir les clés, justement, rentrer dans ces clés, faire en sorte que lui... Vos collègues, par exemple, ils n'avaient pas les clés. Hein, absolument, vous étiez le seul à avoir ces clés, visiblement. J'étais le seul à avoir les clés. Ouais, je ne suis pas quand même le super-héros qui est présenté dans le reportage. Hein. Le seul à avoir les clés parce que j'ai une continuité dans l'observation de ce personnage. Je pense que d'autres l'auraient eu aussi. Vous pensez que n'importe quel autre gendarme aurait pu... Pas n'importe quel autre, peut-être que d'autres auraient eu, oui. Et comment vous expliquez le fait qu'il vous ait fait confiance, en quelque sorte? Est-ce que... Moi, je crois qu'il y a deux choses. C'est déjà de ne pas montrer qu'on se heurte à... Parce que moi, je travaille sur des affaires extrêmement... À une autorité, presque, c'est ça? Il y a ça, et puis pas montrer que ses propos sont extrêmement choquants, extrêmement durs. Donc, quelque part, peut-être que je le perturbais aussi. On devait se dire, je ne sais pas... C'est-à-dire que vous étiez impassible, ce que vous êtes en train de dire. Il est en train de vous dire qu'il a égorgé une femme de là jusqu'à là, que ça saigne de partout. Enfin, j'imagine qu'il vous donne des détails sordides. Sordides, complètement. Ouais. Et vous êtes là en face et vous mangez la choucroute. Non, mais la choucroute, ça a été un épisode qui n'a pas duré. Dès qu'il a commencé à parler de ça, on s'est retrouvé au bureau. Je comprends bien que vous avez mangé une choucroute pendant les 10 ans d'enquête. Hein, mais il y avait de ça, quoi, de rester le plus... Voilà, le plus neutre possible. Et lui, ça le déstabilisait ou alors ça l'intriguait? Moi, je crois que ça l'a intrigué, ça l'a amené à continuer. Alors,
quand on parlait d'aveu tout à l'heure, il n'avoue pas, et donc il expliquait un bout du meurtre, et il le finissait avec une autre affaire que je ne connaissais pas forcément. Donc il vous mettait sur la piste d'autres choses. D'autres faits. Mais Ouais. vous avez vu son avocat, il disait notamment au procès qu'en fait, il avouait pour vous faire plaisir. En fait, la Non, relation, ça, la relation. c'est l'avocat. Ouais, c'est l'avocat. Mais Oui, parce que vous vous tutoyez aussi, hein, vous vous appeliez par vos Oui, mais prénoms, si ça vous avait été aussi tutoyez. simple, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu d'histoire, c'était vite fait. Évidemment. Donc, Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il vous mettait sur... Ça lui faisait tellement plaisir en fait de parler avec quelqu'un qui essayait de le comprendre et qui ne le jugeait pas, qui vous... non, il voulait vous faire plaisir il d'une était certaine manière. intéressé. Ouais, peut-être me faire plaisir, mais je crois pas que ça a duré tellement longtemps que le plaisir il est éphémère, quoi. Il parle et puis après ce petit bout d'indice qu'il vous donne, moi j'allais et puis on allait parce que j'avais une équipe d'enquêteurs avec moi quand même, vérifier tout ça partout en France, en Belgique également, C'est un côté, et retracer son itinéraire. c'est un côté silence des agneaux, un petit peu. Ouais, on me le dit aujourd'hui, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est une enquête un peu inversée. C'est-à-dire que j'avais besoin, moi, du discours de l'assassin. Mais parce pour que le les meurtres, on confondre. ne savait pas. Ouais, c'est Bah, ça. j'avais rien. C'est lui qui vous disait que les meurtres existaient. Les meurtres, vous ne les connaissiez Bah, pas. il a une phrase magique qui dit « Partout où je passe, il y a des meurtres ». Donc la question, c'est où Où il est passé. Voilà. Et vous dites que dans votre livre qu'il y a 1125 affaires non résolues pendant ces 10 dernières années. Ouais. Lui, il a été confondu sur 11 crimes, c'est ça? Oui, officiellement. Voilà. Est-ce que vous voulez dire qu'il peut être impliqué, Non, pas du tout. pas dans les 1125, hein, Non. mais dans beaucoup plus? Ah, 1125. Pourquoi j'ai parlé de ce chiffre-là? C'est parce que ça montre aussi nos limites de l'époque, hein, parce qu'il faut remettre ça chronologiquement, c'est plus dans notre temps. On n'a plus les mêmes outils aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des logiciels quand même Ça qui arrivent en France. Mais si vous prenez les critères des crimes qui lui étaient connus, ou que moi je pouvais rapprocher par rapport à ce qu'il savait faire, entre guillemets, je sors 1125 affaires, donc c'est ingérable. Ça veut dire qu'en fait, il a mis à jour, lui, malgré lui, les limites de notre système. Mais vous pensez qu'il est impliqué dans beaucoup plus de crimes que les 11 qu'on lui a aujourd'hui reprochés? Dans ce qu'il a raconté, il faut que je sois prudent dans ce que je vais vous dire, dans ce qu'il a raconté, je peux dire que, puisqu'il parle de rêves macabres, ces rêves n'ont pas trouvé forcément de solution judiciaire, mais on sait de quelle affaire il a parlé, ça c'est clair. Et c'est pas forcément. C'est-à-dire que quand il parle de rêves. Oui. Donc on ne sait pas si c'est vrai, quoi. On ne sait pas si c'est vrai. Maintenant, comme par hasard, il y a des rêves qui correspondent à des crimes, Ouais. mais bon, ça ne peut plus être prouvé. Ah d'accord, donc on ne sait pas si c'est vrai. Mais pourtant, Voilà, lui, je vais dire ça comme il ça. appelle ça des pépins, ce qui lui arrive. Oui. Et il vous dit, il me semble que j'ai lu ça dans le livre, qu'il lui arrivait plus de pépins avec des hommes qu'avec des femmes ou des enfants. Ouais. Ça, il vous le dit, hein, vous l'écrivez, je crois. Et c'est dans le livre. Et en fait, dans les affaires pour lesquelles il a été jugé simplement pour un homme, c'est ça? Donc en fait, on sait bien qu'il y a d'autres affaires. C'est clair, mais ça ne C'est suffit clair, pas pardon. pour confondre quelqu'un. Vous voyez, ça. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de procédures qui sont en cours pour essayer de trouver les autres affaires. Non, ou alors c'est fini. Ça. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui. Mais pour la- quelle Mais on raison continue à l'interroger? Non, pas du tout. Mais pour quelle raison? Non, c'est fini. Parce que. Il a été aussi entendu sur des faits où les enquêteurs sont restés, où je suis resté en manque d'éléments. Hein. Donc, il y a des choses qui n'ont pas pu aboutir. Donc Si- aujourd'hui, s'il on n'a pas sait, été confondu. enfin grosso modo, parce que vous ne pouvez pas en dire trop, mais Non. on dit grosso modo que Francis Holm, Francis Holm a évidemment beaucoup d'autres meurtres à mettre à son actif. Il vous met sur la piste, mais les enquêtes ne peuvent pas aboutir. N'ont pas pu, faute d'éléments. Vous le pensez? C'est pas parce que. Oui, bien sûr, là. Ça vous dérange pas? Ah ben non. Parce que, bon, il a commis tous ces meurtres, mais dans son enfance, comment il a vécu son enfance? Parce qu'il faut bien... Une origine. C'est une origine, quand même. Mais ça, personne ne l'a véritablement compris. D'ailleurs, ça doit être frustrant parce que vous le dites dans la tête d'un tueur, mais vous expliquez aussi que vous n'avez pas compris ce qui a été déclencheur des meurtres, en fait. Il y a plein de facteurs, à mon avis. C'est pas simple, en fait. Hein. Pourquoi ça s'appelle. Enfin, dans la tête du tueur, ce que je voulais montrer dans le livre, en fait, c'est un peu tuer tous les mythes tout ce que j'ai entendu autour de cette affaire-là. Je voulais ramener les choses à leur juste mesure, en amenant le lecteur, en fait, avec moi sur le lieu d'un crime. Mais on a beaucoup dit quand même, pour répondre à l'âme, et après je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'à la mort de sa mère, les choses sont compliquées pour lui. Il a été battu par son père. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Son père, qu'on avait été interviewé dans le cadre d'une autre émission, ne disait pas du tout, en fait. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a dit était déclencheur. Vous pensez que c'est plausible, ça? Alors, ce qui était déclencheur, à mon sens, c'est que le jour où il a perdu sa mère, il a perdu son foyer, et du moment où il s'est retrouvé dehors, il a commencé à rayonner et à être dangereux, beaucoup plus, sur une dimension géographique beaucoup plus importante. Vous le pensez? Ça c'est sûr même, ça c'est sûr. Vous le pensez fou, intelligent, vous le... Fou, non, il est déclaré saint par la justice. Voilà, hein, tout à donc fait, il est, peut-être que vous Déclaré êtes- saint par la justice? S'il est en prison, Il y a c'est qu'il est responsable de ses actes. il est responsable de ça, il n'est pas fou. Après, il a commis des crimes, mais il n'est pas fou. Vous Ah, êtes d'accord avec la justice là-dessus? C'est-à-dire que, non, moi, la question du livre à la fin, c'est sa place est-elle vraiment en prison? À mes yeux, hein, je me pose la question parce que une des dernières fois où je suis allé le voir, je lui dis comment ça va, Francis, parce qu'on s'appelle comme ça.
Et il me dit j'attends. Donc moi ça m'inquiète. En clair, il attend quoi, que la porte s'ouvre. Donc il est là, on attend. Mais il est libérable un jour? À l'époque, il était libérable. Maintenant, il a pris une perpétuité. Et donc en théorie, il devrait rester. Ça coûte beaucoup d'argent de les garder. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait rien pour essayer de comprendre ce qui se Mais est-ce que anime vous ces avez de personnes. la compassion aujourd'hui pour lui? Non, mais on a imaginez que vous passiez plus de 5 ans avec une personne. C'est ce qui m'arrive avec elle. Voilà, Elle a une certaine compassion pour On a une moi, vous compassion savez, pour elle une certaine terrible, hein. compassion. donc au final, Et elle est- vous le voyez aussi. Mais un jour, pas je vais te forcément tuer, toi, négativement. tu vois. Donc on ne le voit pas forcément tous les jours le plus noir. Même si Mais il y a aujourd'hui, un par rappel. exemple, vous avez envie vous êtes encore en contact avec lui? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, je crois que ça serait très mal perçu. Et puis, Lui, il cherche à avoir de vos nouvelles. au début, il a cherché, en tout cas en écrivant, mais c'était censuré par les juges de l'époque. Donc, j'ai jamais su ce qu'il a voulu me dire. La suite, c'est dans le livre. C'est passionnant. C'est Dans la tête d'un tueur, chez Albin Michel, sur les traces de Francis Holm. Et aujourd'hui, vous avez un cabinet, on a vu, privé. Oui, Vous vous occupez de multiples affaires, et notamment de celle d'Émile Louis. oui j'ai travaillé sur le. Les tueurs en série, c'est un truc qui Non, mais le hasard fait que. C'est juste les hasards. Moi, je crois. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'en croise. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François Merci. Abgral.